Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Twitch RMC Sport pour notre nouveau rendez-vous rugby. C'est lundi rugby, tous les lundis à 19h. Oh, déjà des cadeaux, déjà des subs. Merci à vous. Donc ce sera avant la Coupe du Monde de rugby, pendant la Coupe du Monde de rugby et si vous êtes au rendez-vous, si ça vous plaît, peut-être après la Coupe du Monde de rugby. On se retrouvera donc pour débriefer l'actualité du 15 de France, suivre l'avancée de la compétition et l'idée c'est de s'entourer peut-être de personnes un peu différentes qu'on voit pas sur Twitch, qu'on voit pas toujours dans les médias rugby. Donc aujourd'hui j'ai beaucoup de chance parce que je suis bien entouré par deux joueurs, joueuses, anciens joueurs actuels, deux experts on va dire, et aussi deux amis, puisqu'on va tout de suite crever l'abcès en vous avouant qu'on est, allez on va dire valenciennois au sens large d'origine. Je reviendrai là-dessus après parce qu'il y a eu des débats sur Facebook sur quel club est le formateur de Laura, quel club est le formateur de Cyril Blanchard. On va en parler, on parle de tout évidemment sans langue de bois aujourd'hui. Je vais commencer par Laura, déjà parce que ça va nous prendre, Laura Di Muzio, ça va nous prendre quelques minutes pour en parler, Laura, parce que le mauvais côté quand on t'appelle, quand on fait appel à toi, c'est que le CV est un petit peu long. Ancienne internationale de rugby, A15 et A7, présidente du LMRCV, le club de rugby de Villeneuve, commentatrice et également fondatrice de LJA, je ne sais pas si on prononce à l'américaine ou pas, sport. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Laura? Et surtout, comment ça va? Non, c'est parfait, Flo, t'as tout dit. Non, t'as rien oublié, sauf de dire que je suis à la retraite maintenant parce que C'est je ne vrai. cours plus très très vite, contrairement à Cyril qui est lui Oh, en top de oh sa là. forme. C'est pas trop mon point fort, tu Et, sais. et oui, ça va très très bien. Ça va très bien, surtout que ben, moi j'ai la chance d'être en coulisses maintenant et en tant que présidente d'un club de rugby dans les Hauts-de-France, on vit la préparation de la Coupe du Monde en coulisses. Et là, on sent qu'il y a énormément d'événements, il y a beaucoup d'émulation autour de cette compétition. Donc c'est vrai que là, c'est les dernières semaines et on a hâte que ça commence. Donc moi, je vais très bien dans ce contexte. Bon alors évidemment, spécialiste, on va dire, du rugby féminin, si on peut appeler ça comme ça. Ça va avec les instances? Vous êtes assez considéré par rapport aux garçons? Ou bien, de temps en temps, on a un peu l'impression d'être le parent pauvre, d'être mis de côté avec le rugby féminin? Fais gaffe, faut pas que tu me lances sur ce sujet, Si, sinon si. on va dévier sur le thème de la soirée. Mais c'est vrai que il y a parfois un petit manque de considération de la fédération par rapport aux compétitions féminines et à l'équipe de France féminine, même si elles ont de superbes résultats puisqu'on est numéro 2 mondial. Mais oui, parfois on peut se frotter à des problèmes logistiques. Je donnais un exemple en coulisses. C'est vrai que le championnat féminin, par exemple, ne commence que le 19 novembre parce que pour l'instant, il y a un consensus à la Fédé sur le fait qu'on ne peut pas jouer des doublons pendant les matchs internationaux. Donc pendant la tournée d'automne, le championnat est arrêté. Il y a une Coupe de France un peu amicale qui se joue Oula. en attendant de pouvoir commencer véritablement le championnat. Ce qui fait que le championnat n'est pas très marketable, pas très vendable et il reste un peu englué dans un format très amateur. Donc moi, je me bats pour essayer de faire changer les choses à notre niveau pour que si on veut vraiment faire décoller la pratique et la visibilité du sport, bah, il faut le rendre plus lisible, quoi. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et je sens que la Fédé se cherche. Elle cherche des formules de championnat qui, pour l'instant, clairement, sont pourries. Bon, Donc on d'accord. attend et on espère que ça va évoluer. Ok, merci Laura. On parlera évidemment du rugby féminin. J'avais eu la chance de recevoir Caroline Drouin, si je dis pas de bêtises, ouvreuse de l'équipe de France. Bon, on a parlé évidemment de son échec en partie face à la Nouvelle-Zélande, mais on aime bien parler de rugby et de rugby féminin également sur la chaîne Twitch RMC Sport. À côté, on a également Cyril Blanchard, le colonel Blanchard, me dit Bastagro dans le chat. Tu as beaucoup de surnoms. Ça, c'est entre évidemment une grande carrière rugbystique. Tu as été l'une des révélations de la saison dernière en Pro D2. Il n'y a pas un média qui t'a pas mis dans l'équipe type, je crois. Tu es passé par Oyonnax avec des coachs fort en gueule, par Bourg. Déjà, quel est ton club formateur, Cyril? Parce que sur Facebook, les Arageois disent c'est nous, les Valenciennois disent c'est nous, et on oublie peut-être également les Amandinois. C'est quoi ton parcours alors, Cyril? Ça dépend à partir de quel âge tu considères la formation. Voilà. Ça négocie Non, les indemnités à mon avis. voilà.
Non, j'ai commencé mon école de rugby à Saint-Amand-les-Eaux. Ensuite, au collège, on était ensemble à Valenciennes et c'est là que j'ai rejoint le rugby club de Valenciennes. Et puis voilà, après, à partir du lycée, les catégories KD junior, c'est là que j'ai rejoint le rugby club d'Arras, quoi. Donc, je vous laisserai débattre sur ça. J'ai fait T'es pas quasiment trop tout mouillé le quand même. Oh, ça va, dis donc, il veut se mettre tout le monde dans la poche. Ok, c'est la première. non, on va dire Valenciennes et Arras, on va dire les deux clubs formateurs. Très bien. Bon, parfait. Oui, dans le chat, il y a des nordistes, donc ça parle du lycée Watteau, du collège Ezen. On est obligé évidemment d'en parler ce soir. Mais la priorité, évidemment, c'est pas seulement une discussion entre copains. Alors que je vois, il y a la communauté Ovalie également qui nous a rejoint dans le chat. On va parler évidemment du 15 de France. Alors les dernières nouvelles, elles sont pas bonnes. La météo est un petit peu maussade. Donc on va parler dans un premier temps de l'infirmerie avec le forfait de Romain Ntamack. On passera un petit peu après au débrief de France-Écosse durant lequel les Français se sont fait peur. Ensuite, on fera notre liste des 33. On va débattre avec vous évidemment pour savoir qui on veut emmener à la Coupe du Monde et jusqu'au titre suprême. Et dans un dernier temps, on vous fera gagner beaucoup de cadeaux avec des petits jeux dont on a le secret. Je salue évidemment tous les nouveaux dans le chat, mais simplement pour vous rappeler que tous les lundis à 19h, on parlera rugby sur la chaîne Twitch RMC Sport. On va attaquer le nerf de la guerre, évidemment l'actualité, avec Romain Ntamack qui souffre d'une rupture du ligament croisé du genou gauche. C'est une absence de quoi ça ? 5-6 mois normalement pour ceux qui ont déjà connu des grosses blessures. Bouli ? C'est 6 mois minimum. Hein. 6 mois minimum. Après, En équipe de France, c'est 6 mois. En championnat amateur, c'est plutôt 8 ou 10 mois. D'ailleurs, on parlera peut-être de Gelon après, mais clairement, c'est le minimum 6 mois. Et alors oui, bien sûr, ils sont dans des conditions de rééducation différentes d'un rugby plus amateur, mais moi, je trouve ça très, très juste, déjà 6 mois. Quoi. Ouais, c'est assez bluffant, hein, le taf des kinés, l'encadrement en général. Donc, Romain Ntamack absent déjà. Est-ce que, Laura, est-ce qu'on peut mettre une croix sur nos chances de gagner la Coupe du Monde ? Non, quand même pas. Non, mais faut pas partir si défaitiste, Flo. C'est une question. Non, clairement, coup dur. J'avoue, quand j'ai reçu la notification sur mon téléphone, j'y croyais pas. J'y croyais pas, mais j'ai regardé le match avec des potes et il y avait une kiné dans le lot et tout de suite elle a dit croisé. Croisé. En voyant l'image et quand Galtier il a fait son interview en disant contusion au niveau du genou avec une petite tension, Hyper extension, ouais. en disant au vu de l'image, clairement, apparemment, si tu fais des études de kiné, tu décèles quand même que c'est pas juste anodin, c'est pas juste un coup. Après, en fait, c'est malheureusement la loi du sport. C'est-à-dire que ça tombe sur lui, qui est incontournable, qui est le meilleur disque qu'on puisse espérer avoir à la Coupe du Monde, mais en fait, ça peut arriver à n'importe qui. Et je pense que quel que soit le sport qu'on puisse considérer, ou même dans les autres équipes en ce moment, mais des blessés, il y en a tous les matchs de prépa. Et c'est le risque en fait. Et tu peux pas prétendre à être à 100% à une Coupe du Monde si tu joues pas des matchs de préparation. En tout cas, ça a toujours été ma vision du rugby. Même quand j'étais sélectionnée en équipe de France, je m'y filais à 100% à l'entraînement en club parce que tu n'as rien sans rien. Tu peux pas Et c'était calculer. le risque, ça tombe sur un Ntamack. Et malheureusement, c'est la loi du sport. C'est dommage que ça tombe sur lui pour nous, mais c'était inévitable qu'à un moment donné, on puisse avoir de la casse sur des matchs à haute intensité comme ça. Cyril, comment on vit dans un groupe ce genre d'événement avec un cadre qui est blessé avant une échéance majeure ? J'imagine que ça t'est déjà arrivé. Est-ce que, vu les joueurs qui peuvent le remplacer, on va en parler dans un instant, est-ce que ça peut davantage encore resserrer le groupe ? Est-ce qu'on peut jouer là-dessus ? Ou bien la perte sportive est trop grosse pour qu'il y ait un effet de rebond positif ? Forcément, il y a la nouvelle à digérer. Mais voilà, quand tu perds un cadre comme ça, faut se recentrer directement sur le collectif. Voilà, c'est un sport de cohésion et c'est vraiment le collectif qui doit primer au-delà des individualités. Donc je pense que et puis on a de quoi aussi le remplacer. Donc
C'est sûr que ça va modifier un peu les plans des sélectionneurs, mais je pense qu'on a de quoi faire pour les prochains matchs. Donc Laura, on mentionne évidemment 3 noms pour remplacer Romain Ntamak. Mathieu Jalibert, qui est censé être peut-être le numéro 2, Antoine Astoy, l'ouvreur de La Rochelle, et Thomas Ramos, qui est peut-être plutôt un 15, mais qui peut dépanner en 10. Toi, il y a un choix qui sort du lot, il y a un profil que tu préfères entre ces 3 excellents joueurs? Alors oui, clairement, ils sont tous très bons joueurs, mais je pense dans la suite logique des choses et pour ne pas trop perturber le reste de la préparation, qui est maintenant assez courte quand Ouais. même, clairement, je pense que c'est Jalibert qui va être aligné. C'est ce qui me paraît aussi le plus logique au vu de son statut. Il a toujours été annoncé comme le numéro 2 et là, clairement, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités. Ramos, moi, je le vois vraiment plus comme un 15. Ouais. Même hier, enfin ce week-end, quand il a dépanné, alors il n'était pas prêt, ça s'est fait comme ça rapidement, il a fait un quart d'heure, mais on sent bien quand il n'est pas aussi à l'aise en numéro 10. Et je trouve ça dommage de perturber des automatismes. Autant le laisser 15 parce que c'est son poste de prédilection et se concentrer sur un 10 de formation, surtout sur une échéance comme ça. Même si j'espère quand même que ce week-end là, contre les Fidji, bon, bah, Astoy sera dans la compo. Ouais. Il n'y avait pas de vrai deuxième numéro 10 ce week-end. On s'est trouvé un peu coincé quand Ntamak s'est blessé, histoire de pouvoir lui donner aussi du temps de jeu sur la deuxième mi-temps, par exemple. Mais non, clairement, il n'y a aucun doute. Dès que j'ai vu Ntamak blessé, je me suis dit, bah, c'est C'est Jalibert qui Jalibert. va en prendre. Cyril, Ouais. alors à la fois, c'est lequel ton préféré, plutôt en tant que joueur, si toi, tu es plutôt Astoy, qu'on va peut-être présenter davantage comme un chef d'orchestre, Mathieu Jalibert, c'est celui qui va davantage attaquer la ligne, peut-être un peu léger en défense, diront ses détracteurs. Thomas Ramos, peut-être plutôt un 15. C'est quoi, toi, le style que tu préfères et celui que tu vois remplacer Romain Ntamak? Le style que je préfère, après, ça dépend des matchs, mais c'est vrai que moi j'aime bien les disques qui punch un peu, Mhm. qui punch la ligne, qui mettent du rythme. Mais après, c'est aussi important d'avoir de bons gestionnaires pour gérer les temps forts, les temps faibles. Après, par rapport aux trois, je suis pas forcément d'accord avec Laura. Vas-y, Ramos, vas-y. il a fait ses preuves voilà, au Stade Toulousain en 10 quand Ntamak était blessé. Et il avait plutôt bien dépanné, je trouve. Et il a peut-être forcément aussi des automatismes avec Dupont. Après, c'est vrai que voilà, Jalibert, voilà, il attend ça depuis un moment, de passer numéro un. Donc, ouais, donc pourquoi pas aussi lui faire confiance. Et après, Astoy, je pense que c'est un peu tôt encore de lui donner les clés du camion. Il manque un peu d'expérience internationale. Et donc, ouais, voilà, je miserais plutôt sur Jalibert et Ramos. D'accord, donc face à la Nouvelle-Zélande, en tout cas, tous les deux, vous voyez Dupont et Jalibert en charnière. Ouais, clairement. Bah, le chat est d'accord avec vous, Avec hein. Ramos en 15. Avec Ramos en 15, Rome Le Lion qui nous dit si c'est pas Jali, c'est incompréhensible. Neneuil qui nous dit non, mais ce sera Jali. Je sais pas si Astoy sera sur le banc, par contre, on va en parler, de toute façon, de tout ça. Neneuil. Et pour les fans du quiz comme June Ventigno, demain 19h, on se fera le quiz ensemble. Il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé et on a vu par le passé en équipe de France que parfois en Coupe du Monde, on était susceptible de bricoler un petit peu. Je parle d'Antoine Dupont qui a déjà joué 10 au Stade Toulousain. Je crois que le match face aux Leinster qui perdent, ils font rentrer Graou en 9, ils mettent Dupont 10, ça se passe pas bien. Est-ce que, Cyril, tu penses que c'est une possibilité ou est-ce que c'est une bonne idée de mettre un Dupont potentiellement en 10 comme Morgan Parra en 2011? C'est une possibilité, oui. Après, une bonne idée, pas forcément. Je pense qu'il faut garder Dupont numéro 9 pour qu'il pèse vraiment au bord des rucks. Et voilà, il a vraiment une grosse influence autour des rucks. Et c'est là qu'il crée des espaces aussi bien pour lui que pour les autres, quoi. Bon alors attends, ça m'a étonné un petit peu parce que tu m'as dit moi en tant que joueur je préfère jouer par exemple avec un Jalibert, un joueur un petit peu punchy, mais je vais pas te demander ton poids, mais les sangrins il faut quand même les porter, c'est pas trop fatigant pour être au soutien? Écoute, j'ai l'habitude. C'est pour ça. Ok, donc Antoine Dupont, t'es d'accord, Laura? Pas forcément la meilleure idée. C'est le meilleur neuf du monde, c'est peut-être le meilleur joueur au monde. On le laisse à sa position. Ouais, clairement. Et si jamais on avait une épidémie et qu'il fallait vraiment trouver un 10, il assurerait l'intérim.
Et en effet, on a vu Para assurer et puis peut-être même être une révélation sur une compétition. Mais clairement, Dupont, il est craint en tant que numéro 9. Il rassure ses coéquipiers en tant que numéro 9. Lui-même, il sait les forces qu'il a en tant que numéro 9. Et ce serait, je pense, une erreur dès le départ de l'envisager à un autre poste que le poste qui est construit pour lui, en fait. On a d'autres solutions. Et si jamais vraiment on avait une problématique, pourquoi pas? Mais pour l'instant, c'est le maestro de l'équipe en numéro 9 et je pense qu'il faut le laisser à cette place. Bon, l'autre mauvaise nouvelle, elle ne concerne pas un arrière, elle concerne peut-être le meilleur gaucher au monde, même s'il est peut-être un peu en dedans cette saison par rapport à ce qu'il a déjà montré d'exceptionnel. Cyril Baille souffre d'un décollement musculo-aponévrotique du gastrocnémien interne, en gros le mollet. Il est blessé, il est de retour dans 5 semaines. Cyril, on ne peut pas se passer d'un Cyril Baille dans le groupe. 5 semaines, ça veut dire revenir pour l'Italie. On est obligé d'embarquer un Cyril Baille de gré ou de force. Ah bah bien sûr, on peut pas. Je pense que Cyril Baille, on peut pas s'en passer. C'est le numéro 1 à son poste depuis plusieurs années. Donc non, il faut faire confiance au staff médical pour qu'il revienne le plus vite possible et le plus fort possible. Idéalement, ouais, ça serait qu'il fasse au moins un match de poule et qu'il soit prêt ensuite, je l'espère, pour les phases finales. Ouais, c'est un peu l'idée que la compétition alors commence, on va pas dire commence en phase finale. Évidemment, il y a la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture, mais la qualification, elle devrait normalement bien se passer. C'est un joueur qui te plaît, Cyril Baille, Laura? Ouais, bah, carrément, la référence et d'ailleurs, je pense que sa blessure est un peu inquiétante sur la composition devant, dans la mesure où les remplaçants sont pas à son niveau, Ouais. vraiment. Enfin, il est au-dessus pour son poste, enfin, en équipe de France, mais même de manière générale, c'est une référence. Alors oui, tu dis que cette année, il était un peu en dessous, mais de manière générale, clairement, s'il y en a bien un sur la liste, tu le coches, autant que tu coches un Dupont, c'était lui. Ah, clairement. Et en effet, de toute façon, le staff, comme ils vont le faire avec Gelon, tu as des joueurs comme ça. Alors oui, Galtier te dira qu'il n'y a pas de joueurs premium. Je pense que toutes les personnes qui jouent au rugby ou qui sont entraîneurs ou qui sont dans un staff de rugby, bien entendu, ils ont une compo type en tête. Ils composent avec un groupe, c'est sûr. Mais là, il faisait partie, à mon avis, de la compo qui était prévue, alignée pour le France-Nouvelle-Zélande. Donc c'est embêtant parce que pour le coup, ces numéro 2 et ces numéro 3 sont vraiment plus en dessous que ce qu'on pourrait avoir sur d'autres postes. Ouais, on en parlera pour notre liste des 33, mais en gros, on parle de Jean-Baptiste Gros et de Reda Wardy. Est-ce que, Cyril, ça t'est arrivé ce genre un petit peu d'épidémie de blessures? Alors, le ligament croisé, on n'y peut rien, c'est un choc avec Finn Russell. Après, on voit qu'il y a beaucoup de blessures musculaires, notamment de joueurs ayant disputé la finale de Top 14, donc ayant joué des matchs à haute intensité en dernier. Est-ce que ça peut rentrer dans la tête des joueurs de davantage se gérer après, de perdre même peut-être confiance? Alors je parle pas forcément de l'équipe de France, mais est-ce que ça t'est arrivé dans une préparation physique peut-être trop intense, peut-être ratée? Ça t'est déjà arrivé toi dans ta carrière, ce genre de moment de doute? Oui, bien sûr. Après, avec l'âge, tu apprends à te gérer, quoi. T'en fais un peu moins? Disons que tu connais mieux ton corps, quoi. Pas de... Oui, oui, bien sûr, c'est arrivé. Et puis, ouais, aussi des périodes au sein de l'effectif où il y a eu, je me souviens, plus de 15 blessés sur une semaine, tu vois. Donc, voilà, c'est des semaines qui sont compliquées à gérer, notamment voilà, au niveau des compositions d'équipe, où voilà, parfois, tu es obligé de faire, par exemple, jouer des troisième lignes en deuxième ligne. Ça nous est arrivé plusieurs fois à Vannes, voilà, ou faire jouer un 10 en 15. Donc voilà, c'est des périodes où il faut s'adapter. Mais après, voilà, je pense qu'en équipe de France, il y a une belle profondeur et voilà, on n'a pas à s'inquiéter sur ça. Alors l'autre, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle probablement pour l'équipe de France, c'est que Demba Bamba quitte le groupe. Il est remplacé par Laclaya, le droitier d'Oyonnax qui va au Racing. Cyril, c'est un joueur que tu as affronté en phase finale même, je crois, avec Vannes face à Oyonnax. Il est au-dessus du lot, Laclaya? En Pro D2, il était au-dessus du lot. Ouais. Non, après, ouais, c'était vraiment une force de la nature en mêlée, très très fort sur les appuis et sur le dos. Euh, Surtout quand il croisait un peu, tu vois, il était dur à contrer. Euh, non, après, voilà, je pense qu'au niveau international, on ne peut pas se prononcer. Il aurait fallu qu'il fasse au moins une saison complète en top 14.
Et voilà, je pense qu'il y a d'autres droitiers devant lui actuellement. Bon, on en parlera des droitiers. Là, c'est davantage pour le groupe plutôt que quand évidemment on parle d'Antonio, de Falatea. On en parlera. Est-ce que c'est le droitier le plus fort que tu as affronté la saison dernière ou dans ta carrière, ou tu as vu du plus coriace encore? Bon, dans ma carrière, j'en ai vu un paquet, donc mais ouais, non, il fait partie des droitiers les plus solides que j'ai affrontés. Ouais. Ouais. T'as un souvenir d'un droitier ou autre, mais c'est vrai que le droitier, pour ceux qui connaissent pas, c'est censé être un peu la poutre de la mêlée. Vraiment, quelqu'un qui t'a mis, pas que toi, mais Le Pac, Vante, Doyo ou autre, qui vous a mis au supplice? Qui nous a mis au supplice. Ou là, tu te dis quand même, Non. celui-là, ça va être long, quoi. Après, ouais, non. Non, en face, non, sincèrement, non. Après, Ah, en face, non. après, John Afoa à droite, par contre, ça pousse. ça régale à droite. John Afoua, ça c'est très bien. Là, ou même quand j'étais à Bourg, on a une bonne mêlée avec, j'avais à gauche Bourgueira et à droite Facundo. On avait un bon tonnage, quoi. Donc c'était plutôt sympa. Hein. On passait de bons moments en mêlée. Ouais. Mais Laclaya, on est d'accord, trop juste au niveau des matchs à très haute intensité, de très haut niveau pour être dans le groupe France hors Je pense blessure. qu'il aura fallu au moins une saison de top 14 dans les pattes. Et puis, voilà, c'est sûr, il incarne l'avenir. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, voilà, il y a d'autres droitiers qui sont devant lui. Ok. Bon, écoutez, on va passer à la suite, mais simplement, est-ce que vous pensez que pour les matchs à venir de la France, c'est-à-dire Fidji, Australie, et même pour les matchs des autres nations, parce qu'on voit qu'on n'est pas les seuls à souffrir de blessures. Il y a Stuart Hogg qui fera pas la Coupe du Monde pour l'Écosse. Il y a André Pollard et Luraniano Am, le centre sud-africain, qui sont out. Dom Brandt et Slade pour l'Angleterre, pas là. Alolola Toa, le droitier australien, on parlait de droitier, out. Ken Owens, l'excellent talonneur du Pays de Galles et des Scarlets, pas là non plus. Est-ce que, Laura, tu penses qu'on va rentrer dans un mode un peu de gestion, préserver les cadres, les mettre hors groupe même, ou bien toi tu disais on peut pas ne pas être à 100% quand on est en équipe de France? Tu t'attends à quoi? Ah non, clairement, je pense que tu peux pas te permettre, de gérer. C'est-à-dire qu'en plus, pour certains, ils ont pas joué depuis, 4, 5, 6 semaines. Si tu veux être, prêt pour le 8 septembre, il faut matcher. Alors après, il faut Ouais. le faire intelligemment. Clairement, c'est débile si ce que tu considères comme étant ton 15 titulaire, tu leur fais enquiller les 80 minutes d'affilée sur les 2 derniers matchs. Mais il faut matcher, il faut retrouver de l'intensité de très haut niveau. D'autant plus qu'en effet, certains en top 14 ont fini sur des très gros matchs sur les finales, par exemple, mais d'autres ont peut-être moins d'intensité avec des clubs qui ont terminé plus tôt. Et en fait, tu ne peux pas y couper. Et bien sûr, tu vois, la liste que tu donnes des blessures, elle est logique parce que ça rentre dans une préparation d'une telle intensité. Ils se foutent sur la tronche depuis 6 semaines. La prépa, elle est intense. Ils te disent qu'ils en vomissent à l'entraînement. Enfin, tu es obligé d'avoir cette intensité-là. Et une Coupe du Monde, c'est une compétition qui est complètement différente de ce que tu peux vivre sur un championnat plus classique. Notamment parce que la pression mentale n'est pas la même. Et là, par rapport à l'équipe de France, oui, c'est des joueurs qui vont avoir l'habitude de jouer un tournoi à destination. Mais là, il y a une telle attente sur une Coupe du Monde à domicile, avec une telle pression, parce que tu as beau dire tout ce que tu veux, la pression, elle sera là le jour J, même si elle doit être positive pour eux, qu'il faut t'habituer en fait à très vite monter en intensité. Et c'est aussi pour ça que des joueurs qui ont très peu de sélection et qui ne connaissent pas ce niveau-là, ça peut être dangereux de les intégrer dans le groupe. Alors oui, un, deux coups d'éclat, un mec fulgurant qui a traversé le terrain et que tu vas récupérer alors qu'il n'a pas trop d'expérience, pourquoi pas? Mais en fait, tu peux pas les multiplier dans ton équipe. Il faut des gens qui aient l'habitude du très haut niveau parce que les matchs se jouent à des détails. Tu vois, moi j'ai halluciné, et on en parlera peut-être après, j'étais folle devant ma télé de voir Ficou mettre un espèce de grand plaquage sans. Alors bon, les Sur commentateurs, ils ont Sutherland, dit je crois. non, mais tu peux pas, à ce niveau-là, risquer de prendre un carton rouge, parce que clairement, il aurait pu le prendre, risquer à 3 matchs de la Coupe du Monde, ce genre de geste, parce que tu dégoupilles. Alors, pour le coup, c'est un contre-exemple, parce qu'il est censé être très expérimenté, mais tu vois, en Coupe du Monde, ça se joue à ça, en fait, à rien du tout, le souci du détail. Et moi, j'en souviens très bien, le premier stage de ma vie que j'ai fait en équipe de France, j'avais 17 ans, et la coach nous installe tous dans la salle, donc on est tout excités. C'est la première réunion. On avait des gamines de 17 ans. On était trop contents d'être en équipe de France. Pour nous, c'était déjà génial, quoi. Et elle nous dit comme ça: bon, les filles, bravo, félicitations, vous êtes sélectionnées en équipe de France. Super. Ah, félicitations. Par contre, sachez qu'ici, tout le monde sait jouer au rugby, hein. Vous êtes toutes des bonnes joueuses. Donc, c'est pas un exploit ce que vous faites. Arriver en équipe de France, c'est bien, mais c'est pas ouf, en fait. Maintenant, on va voir qui est capable d'y rester.
Les gens qui seront capables d'y rester, c'est les gens qui tiennent dans la durée. C'est les gens qui ont conscience du souci du détail. Le haut niveau, ça n'est que le souci du détail. Bien jouer au rugby, tout le monde sait bien jouer au rugby. Maintenant, qui est meilleur? Qui fait le geste de plus? Qui se prépare mieux? Qui est le meilleur dans l'entraînement invisible? Et en fait, c'est ça qui fait la différence. Et tout ça pour dire qu'en effet, être à 100% sur ta préparation, tu n'as pas d'autre choix. Après, le staff va gérer les temps de jeu, le staff va gérer la récup. Mais en tant que joueur, en fait, si tu mets les pieds sur le terrain en te disant j'espère que je vais pas me blesser, c'est mort. Faut même pas jouer en fait. Faut même pas jouer. Sinon, c'est sûr qu'à un moment donné, tu cogites, t'es pas à 100% et puis tu vas te faire une cheville, tu vas te faire un genou différemment, quoi. Enfin, bêtement. Pour moi, c'est extrêmement important d'attaquer ce match-là comme si tu attaquais ta prépa, enfin ton premier match de Coupe du Monde. Cyril, alors on parle évidemment, quand on parle de l'équipe de France, de l'entraînement à très haute intensité. On s'entraîne encore plus fort peut-être qu'en match. Comme ça, lorsqu'arrive le moment du match, eh bien, on n'est pas surpris par les temps de jeu qui dépassent maintenant les effectifs, qui dépassent les 40 minutes. Toi, est-ce que tu es partisan de ce genre d'entraînement? Est-ce que c'est ce que vous faites à Vannes, où on est un peu plus quand même dans la gestion parce que les saisons sont plus longues et il faut surtout éviter de se casser? Non, sur le début de saison, bien sûr, tu fais beaucoup d'entraînements à haute intensité. Faut retrouver le rythme des matchs, capable de tenir des séquences longues. Voilà, nous, à Vannes, on appelle ça l'under pressure, voilà, entraînement sous pression, Ouais. où on enchaîne beaucoup de séquences de plus de 2-3 minutes, avec échange de jeux au pied. Voilà ce qu'on voit de plus en plus dans le rugby actuel. Et non, après, tu gères plus l'effectif sur une fin de saison, en phase finale, quand tu veux garder ton 15 type et voilà, que tu veux gérer les bobos, tout ça. Mais voilà, sur un début de saison, là, faut envoyer la sauce. Hein. Ok, bon, on va passer évidemment maintenant un petit peu au débrief du match France-Écosse. Initialement, ça devait être le gros de notre émission, mais évidemment, l'actualité nous a un petit peu rattrapé. Alors, victoire de l'équipe de France, 30-27 à Geoffroy Guichard. Une équipe de France assez brillante par séquence, avec notamment l'essai d'Olivon, la relance de Ramos, Dupont excellent. Puis un petit coup de mou, peut-être physique. Est-ce que y a quelque chose d'inquiétant pour toi, Laura, dans ce match? Il y a des petits points qui te font dire ça m'embête, ou globalement c'est normal d'en être là à ce moment de préparation avant la Coupe du Monde? Non, clairement, c'est un match de prépa. C'est complètement normal que la copie soit pas parfaite et encore heureux parce que justement on est dans cette phase où, à la fois tu as l'impression qu'à certains moments, les joueurs étaient un peu dans la retenue. Alors peut-être pour se préserver ou j'ai l'impression pour pas tout dévoiler, tu sentais vraiment que ça manquait de rythme par moment et par d'autres moments, comme tu l'as dit, des coups d'éclat magnifiques, des fulgurances, de jeu, où tu dis: «Bah, enfin ça c'est l'équipe de France que j'aime voir jouer». Mais pour moi, c'est pas inquiétant. Il reste 2 matchs de préparation. Sur tes matchs de poule, oui, bien sûr, tu as la Nouvelle-Zélande, mais sauf tsunami sur la qualification, enfin, tu vas dérouler, tu sais exactement ce que tu dois faire. Donc, la question, c'est surtout de tester, de voir des joueurs dans certaines situations, de leur permettre de se préparer pour des matchs à haute intensité. Donc, non, on disait une victoire peut-être inquiétante. Oui, il y a certains petits détails que tu aimerais voir tout de suite réglés. Mais pour moi, il n'y a rien de catastrophique. Il n'y a vraiment rien de catastrophique. Et même sur le premier match, avec la défaite Avec en un gros Écosse, turnover, le premier et match. oui, avec un gros turnover, exactement. Enfin, c'est normal, en fait, c'est une préparation. Et quand tu fais partie d'un staff aussi, il faut réussir à embarquer tes 42 joueurs et tes potentiels 33 joueurs. Et donc, il y a toute une gestion d'effectifs qui fait que, bien entendu, ce ne sera pas parfait dès le départ. Donc là, on est au milieu de la prépa, on a fait 2 matchs. Donc, bon, là, enfin, on venait d'être au milieu de la prépa à la fin du France-Écosse. Donc, pour moi, rien d'inquiétant. Avec, au contraire, même, je pense que Cyril va en parler après, des sources de satisfaction, notamment sur la conquête. Alors justement, la conquête, Cyril, je rappelle que tu es talonneur du RC Vannes, numéro 2, c'est celui qui lance dans les touches, celui qui pousse évidemment très fort en mêlée. Sur les fondamentaux, la touche, la mêlée, ce que tu as vu t'a plu ou tu as un peu levé le sourcil, tu t'es dit qu'est-ce qu'on fout par moment? Non, ça m'a plu. Bah, sur la touche, voilà, on perd 2 ballons, mais globalement, voilà, on a pu voir que voilà, Woki, il a fait une moisson de ballons. Il a beaucoup annoncé sur lui, ça a été plutôt efficace, en plus sur des mouvements simples. Et sur la mêlée, voilà, la mêlée m'a beaucoup plu avec une mêlée agressive. Voilà, même si on prend 2 bras cassés, je préfère ça plutôt qu'une mêlée qui subit et voilà, qui recule tout le temps. On voit que
Aldeguerri, il a fait un gros travail et voilà, on a pu se servir de la mêlée aussi bien pour mettre à mal l'équipe écossaise que comme rampe de lancement aussi. Donc plutôt rassuré parce que lors du premier match, on a vu un Demba Bamba qui était peut-être un peu en difficulté face à Schumann, qui est un excellent gaucher. Aldeguerri, pour toi, il a validé sa place au mondial avec cette prestation, Cyril ? Ouais, je pense. En plus, il sort d'une très belle saison. Et voilà, Aldeguerri, c'est vraiment le pilier de mêlée. C'est pas du tout le même profil que Bamba, où Bamba, voilà, dans le jeu, il a beaucoup plus de gaz. Que Aldeguerri, c'est vraiment le profil atypique du pilier droit qui est là pour la mêlée et détruire son adversaire. Ouais, Bamba, il est peut-être plus dans casser le premier plaquage, mettre dans l'avancée, mais ce sur quoi on l'attend, c'est-à-dire récupérer des pénalités et surtout pas être mis en difficulté par le gaucher adverse, il est peut-être un petit peu plus léger. Au niveau des talons, on est gâté quand même en France, on a une belle densité. Je parle même pas de toi, hein, Cyril, mais je parle rien qu'en équipe de France. On a une belle densité avec Julien Marchand, Peato Movaca, Bourgarit, évidemment, champion d'Europe avec La Rochelle. Si tu devais donner une hiérarchie par rapport à tes goûts, c'est des styles différents. Peato Movaca, il est peut-être un peu plus punchy. Julien Marchand, il va gratter beaucoup de ballons. C'est quoi, toi, c'est lequel ton préféré, j'ai envie de dire ? Ouais, c'est Julien Marchand. Pourquoi alors, Julien Marchand ? Pour moi, c'est le talon le plus complet. Je trouve que c'est un des meilleurs au monde. Il a une très belle qualité de lancer. Il est fort sur la mêlée, fort au plaquage, voilà, capable de te récupérer 2-3 ballons sur les grattages. Voilà, pour moi, c'est le plus complet. Après, Movaca, qui a un profil, voilà, comme tu dis, plus punchy, capable d'avoir des fulgurances avec beaucoup de gaz. Et après Bourgarit qui est un peu entre les deux, quoi. Donc là on a vraiment 3 profils intéressants et ouais, ce qui est de bon augure pour la Coupe du Monde. Ça veut dire quoi pour toi? Titulaire Julien Marchand indiscutable, et en 16 on met plutôt Movaca pour finir les matchs, ou bien Bourgarit? Les deux ils sont Marchand et Movaca, les deux sont complémentaires, ils se connaissent parfaitement, ça fait plusieurs années qu'ils jouent ensemble au Stade Toulousain. Pour moi, c'est une des meilleures paires de talons au monde que tu as sur une feuille de match, quoi. Tu supportes quelle équipe en top 14? Parce que tes choix là, c'est Ramos, Movaca, Marchand. T'es plutôt quelle équipe en dehors de Vannes, évidemment? Je fais avec Sandol, hein, écoute. Ça répond pas à la question, Cyril. Plutôt quelle équipe? Oui, c'est fan du Stade Toulousain. D'accord, oui. On aurait peut-être dû commencer par là parce que là, ça commençait à se voir. Tu parlais de l'alignement. C'est vrai qu'on a de la chance en France parce que avec des Woki, avec des Macalou, avec des Flamands qui sont d'excellents autres, des Yann Cretin également. Qu'est-ce qui fait une bonne touche pour toi qui es talonneur de Vannes, je le rappelle? C'est quoi? C'est la communication, le timing, le lanceur à 80%. Qu'est-ce qui fait une bonne touche pour toi? Alors d'abord, pour le lanceur, je dirais, c'est la confiance. Voilà, Okay. C'est comme le buteur, tu as tout le monde qui te regarde quand tu lances et voilà, faut avoir beaucoup de confiance en soi parce que tu peux vite douter si tu loupes un lancer, deux lancers, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais surtout, ce qui est important, c'est la confiance. Et ensuite, la touche, c'est une horlogerie. Il faut que ça soit réglé. C'est beaucoup de timing. Il faut des lifts, des bons sauts et avec un timing parfait. Donc voilà, c'est des choses qui demandent beaucoup de travail parce qu'on demande de plus en plus aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que dès qu'il y a une touche loupée, c'est la faute du talonneur. C'est le pizzaiolo. Une calzone pour la 4, on dit normalement dans les tribunes. Par exemple, il y a une touche lobée, les gens ils vont croire que c'est la faute du talonneur. Et non, des fois c'est la faute du lifter qui a mal lifté son sauteur. Ou des fois ça peut être quelqu'un qui s'est trompé sur l'annonce. En gros, il y a plein de choses qui peuvent interférer sur une touche. Donc, qui doit annoncer pour toi en touche? C'est une question de personnalité, ou tu préfères quand c'est le talon, tu préfères quand c'est le capitaine de touche dans l'alignement? Il faut que ce soit un sauteur, capitaine de touche, un des meilleurs sauteurs pour moi. Ouais. Tu parlais de la confiance. Vas-y. Ouais, Woki, c'était très bien. Des joueurs comme ou même Olivon qui est capable d'annoncer, Flamand. Et puis il faut surtout des joueurs intelligents aussi qui soient capables de lire l'alignement adverse et voir comment l'équipe adverse défend. Tu parlais de l'aspect mental pour les talons. Ça t'est déjà arrivé que la cabane tombe sur le chien, ou simplement mentalement, alors dans ta carrière, peut-être moins maintenant, mais t'y arrives pas?
Ça t'est déjà arrivé? Et dans ce cas-là, Oui. c'est quoi les ressources que tu essaies d'aller chercher? Bah, disons, je me mettais souvent la pression quand j'étais jeune. Mais après, voilà, avec l'âge, avec l'expérience, tu prends beaucoup les choses moins à cœur. Et parce que voilà, quand j'étais jeune, par exemple, dès qu'il y avait un lancer loupé ou une touche loupée, je me disais que c'était de ma faute, alors que c'était pas forcément la réalité. Donc, ce qui est bien maintenant, c'est que tu as la vidéo, donc tu vois de Quand qui est c'est la pas ta faute quand la faute. touche est faite, voilà. Donc, tu peux relativiser beaucoup par rapport à ça. Mais surtout, ouais, non, non, maintenant, même quand je loupe un lancer match, tu vois, tu fais un lancer pas droit, c'est des choses qui arrivent. Voilà, faut pas se mettre la tête sous l'eau pour ça. Faut switcher vite à la prochaine action et essayer d'enchaîner sur une action positive. Alors on a Vermine, on a pas mal de monde qui parle de Kamisha, justement qui avait ce problème, qui a un excellent talon avec beaucoup de puissance, beaucoup de force, parfois qui a des soucis au lancer. Lui travaille maintenant, je crois, avec un prépa mental. Il a une routine un petit peu comme Nadal. Je crois même qu'il avait fait peut-être de l'hypnose ou quelque chose comme ça à un moment pour vraiment essayer parce que pour lui c'était mental et pas technique. Est-ce que toi dans ta préparation, c'est des choses auxquelles tu peux avoir recours ou c'est solo? C'est l'âge qui explique que tu te sens plus à l'aise dans l'exercice maintenant? Non, bah là maintenant, voilà, il y a une époque, j'avais fait de la sophrologie un peu Ouais, pour essayer de voilà, travail de respiration avant le lancer, sur la récup. Là, à Vannes, par exemple, on a un mec qui intervient, qui est spécialiste en apnée, donc on fait ok. des cours d'apnée, de respiration, savoir comment récupérer le plus rapidement après plusieurs temps forts. J'essayais d'utiliser ces techniques de respiration voilà, quand on a eu, je sais pas, 3 minutes de temps de jeu et qu'après tu as une touche à négocier à 5 mètres de la ligne. Donc j'essaye de suivre ces exercices de respiration pour récupérer le plus vite possible et faire descendre le cardio le plus rapidement possible. Mais après, sur l'aspect mental, non, je fais rien en particulier maintenant. C'est juste du travail de répétition avec l'entraîneur des skills puis surtout de la confiance aussi que tu as avec tes sauteurs. Laura, toi qui es présidente de club, est-ce que c'est des choses que vous essayez de mettre en place? Justement, je sais que c'est Cyril Fouda, votre entraîneur des avants. Je crois que tu as joué avec lui en plus, Cyril Blanchard. Un talonneur. Est-ce Je que n'ai c'est... pas joué avec lui, mais je le connais très bien. D'accord, très bien. Tu l'as poussé à la retraite, on va dire ça comme ça. Alors, ah non, peut-être pas, Arras, même pas. Oh. Non, 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 il était parti à Colomiers quand je suis arrivé à Arras. Ancien champion de France de Pro D2, l'entraîneur des avants du LMRCV. C'est des choses que vous essayez de mettre en place d'ailleurs, tu parlais des détails, etc. Ou vu que le rugby féminin et alors c'est un euphémisme, beaucoup moins pro, c'est pas des choses auxquelles vous pouvez facilement avoir recours? Ah, si, si, moi en tant que présidente, je tente tout ce que je peux tenter pour rendre les filles plus performantes. Marabout, danse de la pluie, frites au maroilles. Enfin, vraiment, j'essaie d'user de tous les arguments pour qu'elles se mettent à courir. C'est pas toujours facile. Mais en fait, si, parce que même si les moyens sont pas les mêmes, les filles jouent en première division, elles ont besoin, elles aussi, d'être prêtes quand on va jouer à Toulouse, quand on va jouer à Montpellier. Et en fait, la difficulté par rapport à ce que peut vivre Cyril au quotidien, c'est que nous, on a juste moins de temps de préparation. On a entraînement que 2 heures tous les soirs, Ah et ouais. 2 heures, c'est pas beaucoup. Et donc, on travaille beaucoup individuellement le jeudi soir. Donc, on a prépa mentale, on a un ancien athlète pour la prépa athlétique, on a diététicienne. Enfin, il y a plein de sujets individuels pour pouvoir aider les filles. Mais la dimension mentale et la notion de la confiance que tu évoquais tout à l'heure, Cyril, elle est fondamentale. Et ça, c'est vrai dans le plus petit niveau comme dans le meilleur. Et en fait, généralement, les meilleurs, ceux qui restent au niveau, c'est ces mecs, ces joueuses qui mentalement sont intouchables. Sont intouchables. Parce que oui, rater une action dans un match, on va tous et toutes en rater une passe, rater un piqué, ça va arriver. Par contre, notre capacité à rebondir derrière, elle est différente. Et les joueurs qui sont capables de switcher parce qu'ils sont dans leur match, parce que c'est une Coupe du Monde, parce qu'il ne faut pas flancher et qui vont l'analyser après, ce sont les meilleurs en fait. Et quand tu vois la finale du top 14 ou un Ntama qui est capable de switcher, c'est le meilleur Ouais. exemple qu'on a là, dans les dernières semaines, il est capable de switcher après avoir fait 2-3 coups de pied, mais qui ne sont pas Il rate dignes de sa son niveau. touche, C'est lui t'as l'impression que tout s'effondre et il arrive à avoir cette ressource mentale. Et en fait,
Et ça se prépare. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'on va être fort mentalement sans le préparer. En fait, maximiser tes chances de réussite, c'est travailler sur une répétition infinie, ou quasi infinie, pour essayer de reproduire ce que tu vas vivre le jour J. Et plus tu le reproduis à l'entraînement, plus après, c'est facile de garder tes repères pour le moment de la compétition. D'où le sujet sur le travail en sophrologie, en prépa mentale, en respiration, en imagerie mentale. Et ça, on le fait beaucoup, notamment avec des plus jeunes joueuses, parce qu'en effet, avec l'expérience, bah, tu apprends à te gérer. Et souvent, en fait, les jeunes joueuses, elles ont cette problématique de manque de confiance et manque de légitimité, et tu peux vite tomber dans une spirale négative. Alors que sur le terrain, que tu es 18, 22, 25 ou 30 ans, on a besoin de toi. Donc, si tu es là, il ne faut pas te poser de questions, tu as été choisi. Et donc, il faut mettre tes questions et tes doutes au placard. Et ça, c'est extrêmement important à travailler. C'est un peu ce qu'on appelle l'entraînement invisible. C'est pas quelque chose que tu vois sur le terrain directement, mais l'entraînement invisible, il est fondamental. Plus tu montes les échelons, plus tu as de pression et plus tu es sur l'entraînement invisible. Dans l'entraînement invisible, C'est ça. Cyril, les annonces en breton, c'est toujours le cas, c'est toujours important? Ça fait toujours partie de notre système d'annonce. Euh, On devrait faire des annonces en ch'ti. Déchiffrer pour les adversaires. un ch'ti, ce serait pas mal, ouais, merci. On va en parler à Cyril Fouda, évidemment. Donc On peut faire un mix des deux. alors, on revient évidemment sur le match entre la France et l'Écosse. Et dites-nous dans le chat, c'est important d'avoir votre retour. Qui a marqué des points pour toi, qui en a perdu, notamment dans l'annonce du groupe qui viendra lundi prochain. Cyril, est-ce que toi, il y a des joueurs où tu dis là, ils ont vraiment sorti une grosse performance? Tu parlais notamment d'Aldeguerri. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont peut-être perdu leur place ou qui ont fait un match un peu moyen? Je sais pas, il n'y a pas eu de très mauvaise performance. Je pense à notre paire de centre qui n'a pas été excellente, mais qui de toute façon a déjà son ticket validé. Comment? Ah non, je dis la paire de centre elle est verrouillée, non, mais après je pense pas qu'il y ait eu vraiment de joueurs qui aient fait un match catastrophique. Et il n'y a pas eu non plus, à part Dupont encore. Ouais, qui est incroyable. Il n'y a pas encore eu de. Ouais, même Olivon, il a fait un gros match aussi, je trouve. Mais globalement, on peut voir que c'était l'équipe, c'était les cadres de l'équipe de France qui ont joué. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire pour eux concernant leur sélection pour la Coupe du Monde. Laura, ce qui t'a plu, ce qui t'a déplu individuellement dans le 15 de France face à l'Écosse? Moi, ouais, clairement, pour être original, juste petite parenthèse sur Dupont, parce que ce mec est juste extraordinaire dans sa justesse. C'est-à-dire qu'il fait jamais un mauvais match, même s'il fait pas toujours un excellent match, il fait toujours au moins une bonne performance. Là, il a été au-dessus, clairement, mais bon, c'est pas original que de dire ça. On sait déjà qu'il a son ticket plus que Ouais, mérité, bien sûr. mais juste encore, enfin, franchement, c'est vraiment un ovni ce mec. Et j'aime beaucoup aussi parce que il y a 3 ou 4 ans maintenant, le mec s'est éclaté alors qu'il était en pleine montée en puissance. C'est là où tu vois la différence entre un joueur qui est capable de revenir et de revenir encore plus fort avec pourtant une blessure qui est très handicapante, et puis d'autres qui pourraient avoir peut-être cette tendance à avoir un profil aussi étincelant, qui vont s'effondrer derrière, quoi. Je pense que mentalement, il est exceptionnel. Après, j'ai en effet été déçu de la paire de centre, et je l'ai dit, de Ficou, qui de toute façon partira à la Coupe du Bien Monde. sûr. Qui sera titulaire? Ouais, mais j'étais vraiment déçue, quoi. Alors que d'habitude, il est quand même un cran au-dessus, que ce soit offensivement ou défensivement. Je l'ai trouvé un peu aux fraises. Donc peut-être on mettra ça sur le coup de la prépa, mais Oh sinon, là 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 je là 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 là, ne m'attendais pas à merci le pour voir le à ce sub. niveau-là, d'un point de vue négatif en tout cas. Mais bon, anecdotique parce que c'est parce qu'il va clairement jouer sa sélection. Cyril, Après, il est plus toulousain, Gaël Ficou. Donc, est-ce que tu as un regard sévère maintenant qu'il est au Racing? Tu as le droit de dire du mal de lui? Toujours fantastique? Ouais, non, mais comme a dit Laura, c'est sûr qu'il n'a pas fait son meilleur match. Mais je pense que ça reste un élément central du dispositif de Fabien Galtier. Et puis voilà, c'était son premier match de prépa depuis le début de leur préparation. C'est sûr que des fois, c'est difficile de trouver son rythme sur un premier match de prépa. Je parle en connaissance de cause. Le premier match amical la semaine dernière, j'étais carbo au bout de 10 minutes. Mais non, on se fait pas de soucis, pour lui. Alors, on a des. je pense qu'après, il faut peut-être aussi souligner, excuse-moi Flo, Vas-y, devant vas-y. quand même Olivon et Aldrit.
Parce que franchement, les mecs, ils font un boulot, mais incroyable. Olivon, ouais, je pense qu'il a marqué des points ce week-end. Il plaque à tour de bras. Enfin, je pense que c'est un des meilleurs plaqueurs sur le match. Aldrit, même si là, c'était pareil, c'était pas son meilleur match, mais pareil, il excelle tellement T'attends quand il est énormément top. en fait de ces mecs-là, c'est pour ça. À C'est chaque des valeurs fois, sûres. tu sais que c'est des C'est des références valeurs mondiales, sûres. donc t'en attends Ouais, c'est toujours ça. Et énormément. Mais là, même il faut Boudéan, encore j'ai un bien gros aimé. boulot, Hein. en fait. Il faut encore un gros boulot et tu sais que tu peux t'appuyer sur ces mecs-là, c'est valeur sûre à tous les coups, quoi. Donc, s'il fallait souligner quelques tops, on va dire, moi, c'est vraiment ces trois-là, Dupont, Aldrit, Olivon, ouais, ça fait le boulot, quoi. Alors Cyril, ça m'intéresse que j'ai entendu que tu parlais de Boudéan. Je trouve qu'il avait fait un bon match la semaine dernière, même si je trouvais qu'on en faisait un. Enfin, je trouvais que malgré son bon match, très clair dans l'activité, c'est vraiment le 6 qui peut te mettre dans l'avance, etc. Il avait été pénalisé 2 fois pour des fautes un peu bêtes. Il avait perdu un ballon. Moi, je l'ai trouvé j'ai trouvé discret face à l'Écosse. Parce qu'on le voit pas, ouais, parce qu'on le voit pas beaucoup ballon en main, c'est pour ça. Alors, ses stats n'étaient pas terribles, mais il est passé centre aussi, il rate un Oui. plaquage centre et donc on peut pas lire les stats. Tu vois, sur l'essai de Penaud, tu vois, c'est des petits détails, mais Ouais. il y a une action décisive, une action décisive. Il te fait un clean sur le ruck qui dégage le mec complètement et qui élimine un mec de la circulation de l'Écosse. Et c'est comme ça que Dupont il part côté fermé et qu'il se fait laisser avec Penaud. Quoi. Donc pour le travail invisible, enfin qu'on va pas tout de Ouais, suite c'est remarquer. c'est des choses que les gens voient pas forcément, mais la qualité des rucks, c'est super important. C'est ça qui met de la vitesse dans ton jeu. Et voilà, nous, chez Cavan, il y a une grosse importance par rapport à cet aspect du jeu. Au travail de soutien, être parfois même un petit peu à la limite pour déblayer, Ouais, mais c'est pas exactement. des. Donc ça, c'est des choses qui t'ont Ouais, plu. bah oui, c'est des choses que j'essaie de regarder de plus en plus sur les matchs et que voilà, le spectateur lambda ne verra pas forcément, mais c'est vrai que c'est vraiment important cet aspect du jeu. L'œil de technicien que tu as a aimé en tout cas le match de Boudéan. Oui, il fait du travail de long. Moi, j'aime bien tous les mecs qui font le travail de long, moi. Dans un bon match globalement de l'équipe de France, est-ce que tu as quand même, toi, un ou deux joueurs où tu dis là, ils auraient pu mieux faire? Je pense par exemple au banc, où on voit que l'apport du banc n'a pas été décisif. La deuxième ligne qui rentre, Macalou. Est-ce qu'il y en a où tu te dis, en tout cas, ils n'ont pas gagné leur place, ou même ils se sont mis en danger ou pas, Cyril? Je cite que des avants quand je te parle. Après, je pense que c'est pareil. Macalou, il y a beaucoup. Voilà, on attend beaucoup de lui. Voilà, sur ses qualités de puncher, de vitesse, sa faculté voilà, à casser la ligne. Ouais, c'est sûr qu'il n'a pas été mis en avant sur ce match-là, mais voilà, je pense qu'il a démontré par le passé qu'il était capable de sortir de grosses performances. Et voilà, je pense qu'il faut lui laisser une autre chance. Ouais, moi j'avoue que j'aime beaucoup Sékou Macalou, mais c'est vrai qu'en équipe de France, on parlait de la pression aussi. Je sais pas si vous vous souvenez du match face à la Géorgie où il est titulaire et où il envoie une passe dégueulasse 10 mètres en avant sans pression parce que simplement, en fait, la pression il l'a quand même. Ce qu'on va faire, on va laisser de côté le match entre la France et l'Écosse. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'intéresse à bâtir un petit peu une liste des 33 pour la Coupe du Monde. Et évidemment, j'ai déjà mis quelques noms. Je vais emmerder Cyril pendant quelques instants parce que j'ai déjà mis des avants. Mais il faut compléter. Déjà, il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'on ait besoin de 3 gauchers et 3 droitiers, Cyril. Il faut 6 piliers pour la durée. Pour moi, c'est indispensable. À gauche, j'ai mis Cyril Bay, Reda Wardi, Gros, Antonio Falatea, Aldeguerri à droite. Est-ce que tu as la même ou pas forcément? J'ai le même 5 de devant que toi. D'accord, ok. Tout le 5 de devant, j'ai pareil que toi. D'accord. Ok, donc il n'y a pas de débat là-dessus. Laura, est-ce que tu changerais quelque chose? Il y a un joueur, alors on parlait de la Claya par exemple, est-ce que toi tu le bombarderais directement ou tu touches pas? Et dans le chat surtout, dites-moi s'il y a des joueurs que vous enlèverez. Et merci à Poney qui nous envoie du monde, les amis de Poney qui ont commencé à 18h. L'idée est évidemment pas d'être en concurrence, on essaiera de se caler au mieux par la suite, mais je salue évidemment mon ami Emeric. Est-ce que tu changes quelque chose, Laura, ou pas dans cette sélection de Tight 5? Ouais, je prendrais moins de piliers, moi. Un ou deux, ça suffit, parce que Oula. les piliers,
Dans un groupe, non, c'est bon. Oh, les Plus ouvreurs. derrière et les petits Hop, gros, hop, hop. les petits gros qui courent pas, je les prends pas moi, Arrête. je les Ah, mais laisse. ça y est. Ça part de là le rugby. Ça part de là le rugby. Ah, c'est pour ça, j'ai pris un avant, Non, j'ai bien sûr. j'ai pris un avant et un trois quarts. Je pensais pas que tu serais aussi piquante là-dessus. Non, les piliers, c'est quand même important. Non, mais Les plus gros Pas de salaires, ballon c'est devant, souvent le mais droitier. bon, Hein. ouais. non, j'en peux plus des avants, Flo, je dois te le dire. Tout à l'heure, ça débattait sur la touche. Est-ce que c'est la faute du talon? Est-ce que c'est la faute du Va faire du sauteur? Est-ce que rugby c'est à la faute 7 du alors. lifter? On Conclusion, va faire c'est de la faute des l'athlétisme, avants, on va tu faire vois. du rugby à Va faire 7. du rugby à 7. Mais Attends, Flo, tu jouais pas devant quand même. non, non, certes. Ouais, Il avait l'âme d'un avant, tu vois. Mais voilà, tu vois, ça Non, c'est bien sûr, ouais, important. j'aurais pris. Je prendrais exactement sur les piliers, ce top 6 là, la Claya, trop juste pour moi, pas assez d'expérience au très haut niveau, encore moins à un niveau international, vraiment pour moi trop juste, et sauf blessure, le faire intégrer, mais sinon sur piliers et même j'anticipe talon, je suis en phase avec ta sélection. Ok, mais on sent quand même la présidente de club il y a les piliers droits qui sont en train de demander de plus en plus d'argent, donc elle essaie de négocier tout ça à la baisse. En deuxième ligne, là il y a vraiment du débat parce qu'il y a beaucoup de polyvalence en équipe de France. On a des deuxièmes lignes qui sont en réalité quasiment des troisièmes lignes. J'ai mis Woki, j'ai mis Flamand, j'ai mis Willemse et Tao qui sont des numéros 5, c'est-à-dire que ce sont pour ceux qui connaissent pas bien le rugby, qui sont des plus gros gabarits, censés être vraiment pousser la mêlée, peut-être un petit peu moins mobile, quoique. Est-ce que, Cyril, tu prends ces 4-là, est-ce que tu en rajoutes en raison de la polyvalence, par exemple, d'un Woki et Flamand qui peuvent glisser en troisième ligne? Non, j'aurais pris exactement la même sélection que toi. Et au pire, même Olivon, il peut dépanner en deuxième ligne aussi. Hein, donc, voilà. C'est déjà arrivé. Donc, non, je suis plutôt d'accord avec toi. Alors, pour répondre à Olalo qui s'énerve, c'était du second degré. Évidemment, on ne prend pas qu'un pilier. Il faut s'y faire. Hein. Laura connaît un petit peu le rugby. Elle a 25 sélections en équipe de France. Elle est présidente de club, Olalo. Donc, ne t'en fais pas. C'était de l'humour. Laura, est-ce que tu touches à quelque chose en deuxième ligne? Est-ce que tu en prends davantage? Est-ce que tu prends d'autres hommes ou ça te va? Non, je pense que 4 deuxième ligne, c'est très bien parce que en effet, il vaut mieux avoir un profil troisième ligne plus polyvalent que tu vas pouvoir faire évoluer en deuxième latte si tu as besoin, que plutôt te bloquer avec un cinquième deuxième ligne qui aura peut-être moins l'occasion de jouer. Donc 4 deuxième ligne. Et oui, alors sauf s'il revient pas de sa blessure, mais bon, c'est peu probable parce qu'on n'en a pas du tout parlé de Tao, mais je pense que clairement c'est lui qui partira. Sinon en quatrième, j'avais positionner Chaluro si jamais Taouf Feinard ne revenait pas. Quoi. Mais sinon, pour moi, c'est les 4 qui vont partir sans trop de doute. Quoi. Alors, c'est très con, mais moi j'ai un problème avec Chaluro, c'est les histoires extrasportives qui, pour moi, le rendent compliqué qu'il soit en équipe de France. Mais après, c'est le choix du coach, bien sûr. On reste visiblement sur nos deuxièmes lignes. Par contre, il va falloir compléter. En troisième ligne, j'ai mis Gelon qui reprend la course. Olivon, Aldrid, François Cros qui est un petit peu blessé. Moi, j'aurais probablement mis Sekou Makalou et Boudouan. En plus, Cyril, je reste avec toi parce qu'on parle des bêtes grasses, j'allais dire, sans vouloir être méchant. Est-ce que Makalou Boudouan, ça te va? Est-ce que tu en enlèves? Est-ce que tu en rajoutes? Moi, moi, j'avais rajouté Makalou en plus seulement. Donc pas Boudouan? Non. Pareil, si tu as un souci en troisième ligne, tu peux faire descendre Woki ou Flamand, tu vois. D'accord, donc tu prends que 5 troisième lignes. Laura, est-ce que ça te va ou est-ce qu'il t'en faut d'autres? Non, moi, j'avais fait comme toi. J'en avais mis 6 avec les 2 que tu as cités, Makalou Boudéan. Bah oui, les avants étant un peu fragiles, t'es pas à l'abri d'une petite blessure. Oh là là, il y a Olalo dans le chat, il va pas être content. Hein. En même temps, on fait pas le même sport non plus. C'est clair, mon Dieu, jamais. Franchement, vous êtes des fous furieux, hein, clairement. Respect éternel aux avants. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça, ce sport. Respect éternel. Mais non, j'en aurais pris. Moi, je serais parti avec un de plus en troisième ligne. Ok, donc Makalou en tout cas, je le rajoute et on a un Boudouan en suspens. Dites-nous dans le chat si vous prenez Boudouan ou pas. On a besoin de vos lumières. On continue donc. Les avants, pour l'instant, on est d'accord. On rajoute juste potentiellement Boudouan en troisième ligne, c'est ça?
Oui, bon, mets-le en pointillé. Ouais. On va Après avoir avec les 3 quarts, on verra. Alors, c'est vrai que ça a ajouté. les trois. Alors après, c'est vrai qu'on a Woki et Flamand qui potentiellement peuvent, enfin, qui même plus que potentiellement, peuvent évidemment couvrir au poste de troisième ligne. Les arrières, pour moi, il y a davantage de débats. Et là, j'ai besoin évidemment de votre avis. Antoine Dupont, il n'y a pas de débat. Maxime Lucu, il n'y a pas de débat. En 9 gestionnaire, tu mènes de 8 points à 10 minutes. Avec son jeu au pied, pas de problème, c'est gagné. Le troisième, est-ce que tu es plutôt Laura, Couillou ou Serein? Couillou, ok. Couillou, serein, trop juste. Il a eu sa chance au match précédent. Enfin, je l'ai pas trouvé convaincant du tout. Et je trouve qu'il est plutôt, depuis quelques saisons, sur une phase, on va dire, descendante. Oh là là, tu me fais mal au cœur. Contrairement à Couillou. Non. T'aurais mis Serein, toi? Non, moi, je partirais avec Couillou en troisième. Moi, je dois t'avouer que je trouve que Baptiste Serein alors c'est perso, hein, est un bien meilleur neuf, plus complet que Couillou dans l'animation, dans le jeu au pied où je trouve Couillou un petit peu juste. Et je trouve que Couillou, c'est pas du tout méchant ce que je veux dire, mais c'est un peu un œuf de highlight, c'est-à-dire un œuf qui va être très bien au soutien, qui a un super coup d'œil, qui va marquer beaucoup d'essais. Moi, je préfère ça. C'est perso. Cyril, il faut que tu tranches entre Baptiste Couillou et Baptiste Serein. Les deux Baptistes. Ça sera Couillou. Ah, mais sérieux? Pourquoi? Oh là là, vous me faites mal. Je sais pas, j'aime bien ses qualités de puncher. Pareil, il pèse un peu plus sur les défenses que Serein. Puis Serein, il m'agace. Il est toujours en train de, toujours en train de simuler. Là, ça m'énerve. Alors, ça par contre, je l'entends. Je sais pas si, pour moi, c'est un meilleur. Quoi, tu disais? Je dis c'est insupportable. Là, dès qu'il prend un petit coup, là, qu'il fait 3 tours par terre, là, c'est. J'attends la réponse de Laura sur les 3 quarts simulateurs. Pas de rien? Tu laisses dire? Non, je suis contre les 3 quarts simulateurs et je pense qu'il faut les envoyer faire une petite semaine avec les avants pour qu'ils comprennent ce que c'est que le combat. Oh là, bon d'accord, c'est bien. Là, tu mets de l'eau dans ton vin. Cyril est forcément d'accord. Par contre, je suis d'accord avec vous sur le caractère de Baptiste Serein, que j'imagine peut-être moins dans le rôle de troisième homme, quoi. Je suis pas sûr, ce qu'on entend un peu sur le caractère, etc. C'est peut-être un mauvais procès, mais je comprends dans la construction d'effectifs que vous soyez peut-être un peu moins Couillou. À mon avis, c'est une erreur, mais c'est pas grave. En numéro 10, là, Laura, ancienne numéro 10, t'es même sorti de ta retraite pour revenir en première division et montrer ta classe à tout le monde. Jalibert Astoy, il n'y a pas de débat, on va pas aller chercher quelqu'un d'autre. Là, clairement, Ntamak a mis tout le monde d'accord. Là, je pense qu'on ne fait pas d'erreur en mettant Jalibert Astoy numéro 10. Non, je ne vois pas comment il pourrait aller chercher maintenant un troisième pour le tester en dernière minute. Je trouve que ça enverrait vraiment des signaux très négatifs aux deux mecs qui ont fait toute la prépa un peu dans l'ombre de Ntamak. Et puis après, tu es quand même à l'abri parce qu'on l'a évoqué en début d'entretien. Si jamais tu avais une problématique, tu fais remonter un Ramos, tu fais descendre un Dupont au cas où du cas où. Donc, Jalibert Astoy, je pense qu'on est bien. Alors pour répondre simplement aux fans de l'after, aux fans de foot, dès la fin de l'émission, on bascule évidemment sur l'after jusque minuit, comme tous les soirs tous les soirs en fait, c'est même plus que du lundi au vendredi, jusque minuit. L'after c'est juste après. Les centres, Ficou et Danty sont partants, j'ai envie de dire certains. Moi j'en aurais pris 4 et j'aurais pris également Yoram Moefana et Emilien Gaëton. Cyril, est-ce que t'en prends 4? Est-ce que tu prends les mêmes? Qu'est-ce que tu changes? Sur ma sélection, j'ai la même chose que toi, tu vois. Bon, ok, pas trop de. En plus, Moefana, il peut dépanner à l'aile. Absolument. Gaëton aussi. Polyvalence très importante hein, sur un groupe monde, j'ai envie de dire. Laura, Ficou, t'as déjà joué 12 en plus, Laura. Oui, j'ai longtemps joué 12 quand j'étais assez lucide pour jouer 10. Quand le temps de décision se raccourcissait. Ficou, Danty, Moefana, Gaëton, est-ce que ça te va? Est-ce que tu veux mettre par exemple un Arthur Vincent comme marchand dans le chat, ou bien tu restes aussi sur Moefana, Gaëton, un autre, comme tu veux? Non, pour moi, Ficou, Danty, Moefana, ça faisait aucun doute. Okay. J'étais un peu partagée. Mais finalement, j'ai écarté Vincent aussi. Mais j'étais moins emballée sur le quatrième à emmener. Mais il t'en faut 4. Des centres, je pense qu'il t'en faut 4. Et en effet, travailler sur une polyvalence pour pouvoir, si jamais, utiliser un centre à l'aile. Mais oui, je partirais comme vous deux. Même si j'avais une réserve, parce que j'étais pas pleinement convaincue sur mon quatrième centre. Ok. Mais bon, même s'ils sont... Enfin,
les deux seront très bons, ils sont toujours tous meilleurs que moi, c'est pas le souci. Mais ouais, ni l'un ni l'autre m'avait plus convaincu que ça sur les matchs de prépa et sur la dernière saison. D'accord, moi Gaëtan, je t'avoue que Gaëtan, la saison dernière qu'il fait avec Pau, pour moi c'est la révélation et je pense en fait que dans le vécu collectif et même pour l'avenir, avoir un Gaëtan, si t'as un doute, son niveau potentiel est tellement haut que moi je peux pas me priver de Gaëtan. Alors j'ai l'impression qu'on est globalement d'accord et qu'on met Moefana et Gaëtan. Aux ailes, vas-y Laura. Pour l'avenir, je suis complètement d'accord avec toi. C'est juste que là, c'est quand même sur une Coupe du Monde, et je pense Absolument. que voilà, on est peut-être un poil juste, mais pour l'avenir, rien à dire. Clairement, je pense qu'on entendra parler de lui sans souci, quoi. Les ailiers maintenant, alors ça va moins parler à Cyril, ils voient souvent leur numéro en courant après. Damien Penaud, Gabin Villiers, indispensable. J'ai un amour fou pour Gabin Villiers. Je trouve vraiment que on parlait des gestes qui sont un petit peu moins peut-être visibles, mais c'est quand même le seul trois quarts que je connaisse qui arrive à mener, on va dire, des contre-rucks et le faire au bon moment, récupérer. C'est un troisième ligne, quoi, un petit peu. Donc moi, je peux évidemment pas le mettre en dehors et je pense que vous non plus. Penaud, Villiers. Et j'aurais mis en troisième, alors j'aurais pu le mettre en ailier, j'aurais pu le mettre en 15, le petit Biel Biarré qui a fait de super entrées, et pareil, dans la même logique que Gaëtan, je le garde. Cyril, est-ce que tu prends Biel Biarré, est-ce que tu prends quelqu'un d'autre, est-ce que tu prends par exemple un Ethan Dumortier, tu pars sur qui? Comme toi, Penaud, Villiers, Biel Barré. Dumortier, voilà, sur sa fin de saison et sur son dernier match, il m'a plutôt déçu. Ouais. Il était plutôt en dedans, alors que voilà, Biel Barré, voilà, ce jeune, il m'a régalé. Il s'est pas posé de questions. Voilà, comme on dit, il a posé sa paire de baloches sur la table et puis voilà, il a été à fond. Et non, il y a son insouciance et puis il y a voilà, de grosses qualités athlétiques. Non, il m'a beaucoup plu, ce gamin. Ok, Laura, Biel Biarré aussi, ou plutôt Dumortier? Moi je suis d'accord avec Cyril, hein. Je trouve que la fin de saison de Dumortier avec le Loup est très compliquée, et il n'a pas été rassurant face à l'Écosse. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, clairement, non. Exactement comme Cyril, je pense que Biel Biarré, lui, typiquement, c'est la pépite que tu peux emmener et qui peut te faire basculer un match, qui va rentrer, qui va être un véritable impact player parce qu'il se pose pas de questions. Tu as l'impression qu'il subit pas la pression, en fait. Et je trouve que c'est un profil extrêmement intéressant à amener dans un groupe Coupe du Monde. Et en plus, il a été, lui, pour le coup, très rassurant dans ses dernières rentrées. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à Villiers et sur, pour moi, l'importance de la connaissance du rugby à 7 pour les joueurs. Je dis ça parce que j'ai eu la chance aussi de jouer quelques années au rugby à 7. En équipe de France de rugby à 7, en hein, fait. tu peux le dire. Ouais, c'est vrai qu'en fait, ça demande d'être plus technique, plus rapide, plus stratégique, avec un temps de décision plus court. Ce qui fait que je pense que vraiment, le rugby à 7 est complémentaire du rugby à 15 dans sa formation des joueurs. C'est-à-dire qu'un joueur qui est passé par le 7, ça n'en sera qu'un meilleur joueur à 15. Bien sûr, il va réapprendre les schémas tactiques, mais en termes d'exigence technique et d'exigence physique, on est tellement un cran au-dessus, c'est-à-dire que tu ne marches jamais pendant un match, ce qui est le cas complètement en rugby à 15. Et donc, ça te donne des joueurs qui sont extrêmement polyvalents, comme un Villiers, qui de toute façon sont obligés de requer, obligés de contre-requer, parfois obligés d'aller dans la mêlée. Et en fait, c'est des machines de guerre. Les mecs sont des machines de guerre. Et je pense que l'exposition qu'on risque d'avoir sur le rugby à 7 avec les JO l'année prochaine à domicile, avec très certainement Dupont qui va aller faire les JO, va faire beaucoup de bien à cette discipline, qui est parfois un peu méconnue, un peu décriée par rapport au rugby à 15, et qui en fait mérite d'être considérée comme une lampe de rancement pour après peut-être emmener des joueurs sur du 15, quoi. Et je pense que Villiers en est la parfaite illustration. On a entendu des mots assez durs de Cyril sur le rugby à 7. Je me souviens quand on était jeune, on avait fait les championnats de France de rugby à 7. Je peux te dire qu'en face, ils rigolaient un petit peu quand ils ont vu son gabarit de frigo américain en disant le mec c'est pas un sétiste. Quand il a pris le ballon, je me souviens des premiers matchs de poule, quand il a pris le ballon, qu'on faisait une combi où les trois avants font semblant d'avoir le ballon, mais systématiquement c'était c'était Cyril qui avait le ballon, ils ont vite arrêté de rigoler. C'est quoi ton regard sur le rugby à 7, Cyril? C'est de l'athlé ou c'est quand même du rugby? C'est du rugby athlétique. D'accord. Non, après c'est joli à voir, hein. C'est vrai que c'est joli à voir, t'as beaucoup d'actions. C'est joli à voir. Mais c'est un autre sport encore. Ok, donc Penaud, Villiers, Biel Biarré. On avait Poney Club, mon ami Emeric, qui disait qu'il mettait Dumortier. Nous, visiblement, on le met pas. On reste sur 3 ailiers. Est-ce qu'on en prend un 4e? Parce que je sais que tu prends que 5 troisième ligne, Cyril.
Non, tu peux mettre Moefana à l'aile et Gaëton aussi. Et Gaëton aussi. Ok, donc dernier débat épineux, j'ai envie de dire, au poste de 15. J'ai l'impression que tu en prends 3, Cyril, ou tu as pris 32 joueurs. Est-ce que tu prends Dulin Du coup, j'avais mis Ramos en 10 avec les 3-10 et du coup, Jaminet et Dulin en 15. D'accord, ok. Et si tu dois choisir entre Dulin et Jaminet, t'es plutôt quelle équipe? Alors, il y en a un qui joue à Toulouse, mais qui est varois d'origine. Je sais pas si ça compte encore dans ton logiciel. Ah, Dulin, j'aime bien Dulin. Donc, plutôt Dulin. Laura, est-ce qu'on prend Dulin? Est-ce qu'on prend Jaminet? Est-ce qu'on prend les deux? Si on ne prend qu'un 15, on peut prendre un 6e, 3e ligne. Non, moi, je suis plutôt partisan à choisir entre les deux, de prendre Dulin. Mais attends, mais si mes comptes sont bons, ou alors j'ai mal compté, j'avais Ramos Dulin, mais j'avais quand même 6 troisième ligne. Non, j'étais à 34. Alors, on a, pour l'instant, en suspens, on a Boudehans. C'est Cyril qui a dit, moi, je prends que 5 troisième ligne. Et parce que Woki et Flamand peuvent aller en 3e ligne. Donc, si on en Avec 6 troisième ligne, on peut prendre Dulin. non. Tu peux prendre, par exemple, tu peux faire ça. Oui, c'est ça, oui, c'est ce que je ferais, moi. Voilà, c'est ça. Ça te va, Cyril? On rajoute Dulin, on rajoute Boudehans et on est bon? Ouais, ça me va aussi. Ouais, ça fait une belle liste aussi. Ouais, ça me va. Allez, parfait. Donc, on est bon pour notre liste. On va terminer l'émission 5 minutes après. On partira sur l'after. Simplement, j'actualise quand même. Hop, on rajoute un petit Dulin. J'aime bien, elle a de la gueule. Elle a de la gueule, cette équipe. Même sans Romain Tamac, qui est un joueur fantastique. Mais on se demandait si on pouvait être champion du monde. À mon avis, avec cette équipe, on peut. Et on rajoute évidemment Paul Boudehans, le 3e ligne capable de jouer centre. On va terminer l'émission. On postera ça, évidemment, sur nos réseaux sociaux. On va terminer l'émission par... Alors ça, vous connaissez pas. C'est des petits jeux. On va vous faire gagner 150 €, en fait, dans le chat. C'est cadeau. On va poster sur Twitter, je pense, Viking. 150 €, en fait, on va vous faire gagner 3 fois 50 € de box sport. En gros, ce sont des bons d'achat que vous pouvez utiliser dans le domaine du sport et même dans d'autres domaines. J'ai un petit jeu à vous proposer. Ça s'appelle l'étoile mystère. C'est très simple. Vous allez avoir une image avec 4 indices visuels et par association d'idées, ça vous permet de trouver l'identité d'un joueur en activité. Donc par exemple un Tamac, un Jalibert, grâce à des indices visuels. Le premier dans le chat qui trouve la bonne réponse remporte une box sport d'une valeur de 50 €. Ok? Pour le chat, c'est bon pour vous? Donc vous pouvez balancer des réponses et je vais demander à Cyril et à Laura d'analyser avec moi les images, mais sans donner de réponse tant que je vous le dis pas, pour pas influencer le chat. Ça va? D'accord. Ouais, ça marche. Compris? Allez, on y va. Vous allez comprendre, c'est très très simple. Il y en a 3 et c'est par ordre de difficulté. On commence avec la... Oh là là, non, c'est pas celle-là la première. Celle-là, c'est la plus facile. Est-ce que vous... qui veut commencer? On va faire avec Cyril. Parce que dans l'ordre, vous comprendrez après pourquoi. Qu'est-ce que tu vois à l'image, Cyril, comme indice potentiel? Ça, c'est le plus facile. Déjà, on est sur une dune. Oui, une dune. Très bien. Je pense on va dire la dune du Pilat, un joueur de Bordeaux. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? C'est quoi, une coupe au bout? Il y a une coupe, bien vu. Bordeaux, une coupe. Laura, est-ce que tu vois d'autres indices sans donner une réponse? Je serais peut-être plutôt parti sur un joueur de Toulon. D'accord. Passer par Bordeaux alors peut-être. Au vu, peut-être. Peut-être. Au vu de la petite fleur qui me rappelle le logo toulonnais. Ok. Le muguet. Donc on a un joueur qui a un lien avec Bordeaux, qui est peut-être né à la Teste de Buch, par exemple, qui joue peut-être à Toulon, qui a gagné une coupe, c'est la Challenge Cup. Donc là, c'était vraiment l'échauffement. Parce qu'il s'agit, est-ce que vous avez... du yoga. Non, mais ça, c'est davantage l'attitude zen qui ressemble à son nom. Est-ce que tu as une idée de joueur, Laura, quand tu parles de joueur toulonnais? Passé par Bordeaux. Ou Cyril. Un mec que tu mets pas dans la liste des 33. Par exemple. À tort, à mon avis.
La bonne réponse, elle a été donnée dans le chat. C'est Neneuil qui remporte les 50 €. Il s'agissait de Baptiste Serin, qui est né à la Teste de Buch, qui a joué à l'UBB, qui est numéro 9 au RCT et qui a gagné la Challenge Cup. La Yogi, c'est simplement parce que c'est la sérénité, c'est serein. Ça, c'est une connerie de ma part. Absolument, Bastagro, bien joué. Ouais. Bastagro, je connais. Ça, c'est un international sénégalais qu'on connaît, qui nous racontera des anecdotes, à mon avis, dans ses déplacements au Sénégal. On l'invitera un jour. Anthony Gomis, pour ne pas le citer. Si vous voulez peut-être pas être cité, c'est trop tard. Bravo à Neneuil, tu remportes 50 € de boxe sport. On s'en fait encore 2 et après on part du côté de l'after. Là on est sur un niveau de difficulté moyen. Et le dernier c'est un peu plus dur. Alors là, est-ce que quelqu'un veut analyser ce qu'il voit? Ouais, Neneuil, t'as gagné. T'as gagné, c'était le début. Laura, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu vois des petites choses ou pas? Oui, je pense qu'on va être sur un Australien qui Pourquoi tu dis peut-être ça? joue au Saracens. Pourquoi tu dis Je australien? le vois derrière. Un opéra? Il y a l'Opéra de Sydney, il y a le logo des Saracens au-dessus. En effet, il y a une petite abeille des Wasps. Une guêpe. J'ai vérifié si c'était une abeille ou une guêpe, le terme anglais. C'est une guêpe. Cyril, ça te fait penser à un club ou quelque chose comme ça? Les Wasps. Ok, les Wasps. Et le monsieur, vous l'avez reconnu ou pas? Eddie Jones. Eddie Jones, c'est qui Eddie Jones? Sélectionneur d'Australie. Ok, donc plutôt un joueur australien. Eh bien, c'est un peu plus vicieux que ça. Le niveau a monté. C'est pas forcément un joueur qui joue pour l'Australie. On n'a pas la bonne réponse dans le chat, donc vous pouvez continuer à donner des réponses. Il y a Bastagro dans le chat qui nous dit doucement pour les anecdotes. Non, t'en fais pas. Tu seras invité. Tu devras nous raconter des petits trucs. Un joueur passé potentiellement par les Saracens, par les Wasps, qui a un lien avec Eddie Jones, qui a un lien avec Sydney. C'est peut-être est-ce que vous vous souvenez où Eddie Jones a entraîné ailleurs qu'en Australie? Il a entraîné l'Angleterre. Il a entraîné l'Angleterre. Il a été sélectionneur de l'Angleterre. Donc je vais donner un peu plus d'indices. On a un joueur qui est né à Sydney, mais qui est international anglais, passé évidemment sous les ordres d'Eddie Jones, passé par les Saracens et passé par les Wasps. La bonne réponse, elle a été trouvée dans le chat. C'est Zdenek Wout il s'agit de Billy Vunipola, qui est né de parents samoans en Australie, qui a été coaché par Eddie Jones et qui est passé par les Saracens et par les Wasps. Bien vu, Zdenek Wout. Tu obtiens 50 € de boxe sport. Un petit dernier avant de partir du côté de l'after. Et je vais demander à Cyril d'analyser tout ça. Cyril, qu'est-ce que tu vois sur cette image? Alors, la Coupe du Monde, okay. Un ours, une fouine, une belette là. D'accord, une fouine, une belette. Et derrière, tu penses qu'on est plutôt dans quel coin du monde? Moi, je dirais l'Afrique du Sud, non? Non, mais on doit être pas loin au niveau du méridien. On est plutôt sur l'hémisphère sud. Laura, est-ce que tu veux compléter? C'est un joueur en activité, mais qui dispute pas la Coupe du Monde. Mais il l'a déjà gagné. Si c'est pas Afrique du Sud, niveau méridien, Nouvelle-Zélande peut-être? Ouais, pas mal, qui a gagné la Coupe du Monde. Y a plus de Bretons dans le chat pour m'aider sur l'animal en bas à droite là? Personne ne. Oh, c'est quoi ça, l'hermine comme animal, Cyril Bouli? Fais gaffe, parce que ça part sur YouTube après. Tu peux avoir des problèmes avec le RCV si tu reconnais pas. C'est l'animal emblématique de la Bretagne. Est-ce que tu as déjà joué avec un joueur visiblement néo-zélandais? C'est bon, je connais la réponse. Et la réponse, elle a été donnée dans le chat. Et je vais te dire, le truc dingue, c'est que la bonne réponse, elle est donnée par Flarion le Breton. Ah bah. T'as une idée de qui il fallait deviner? Qui a Laura? Non, à toi, vas-y. Non, Cyril, j'ai mis l'hermine. John Afoy, l'ancien droitier du RC Vannes. L'hermine, c'est parce que c'est le logo de la ville, l'emblème de la ville de Vannes. Il est passé par les Bears, les ours de Bristol. Il vient d'Auckland et il a joué également au Blues. C'est pour ça que vous avez la ville et il a remporté la Coupe du Monde en 2011. Bravo à
comment il s'appelle? Florian, non là ça va faire un peu bizarre, mais Flarion on va dire, voilà. Flarion le Breton qui remporte également 50 € de Box Sport. J'ai besoin pour les gagnants simplement que vous m'envoyez votre adresse mail en chuchotement Twitch. De notre côté, on va en rester là. Merci déjà à tous les nouveaux d'avoir été avec nous pour cette émission. On se donnera rendez-vous lundi prochain à 19h, peut-être avec un casting un petit peu différent en fonction des disponibilités de chacun. Il y a Cyril qui joue vendredi, je crois, face à Nevers. Il y a Laura qui est présidente de club qui nous a fait l'amitié d'être là. On verra pour la semaine prochaine. Et surtout, merci à vous. Merci Cyril, merci Laura d'avoir été avec vous pour une première. Ça va Cyril, c'est comme les lancers en touche. Au début, on est peut-être un petit peu mal à l'aise, on est un petit peu stressé, et après, tout roule. Non, c'était cool. Une belle première expérience, c'était sympa. Génial. Merci Laura d'avoir été avec nous. Peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être à d'autres émissions. Et surtout, bonne saison au LMRCV. On va aller voir tout ça à Villeneuve dès que possible. Merci Laura d'avoir été avec nous. De notre